Bonjour à tous, il est économiste, essayiste, écrivain, ancien conseiller de François Mitterrand. Il a également présidé à la demande de Nicolas Sarkozy la commission sur la libération de la croissance française. Et on est assez curieux d'avoir son regard sur la séquence un peu troublée que nous vivons en ce moment. Bonjour Jacques Attali. Bonjour. On sent bien monter hier dans Le Monde avec Arnaud Montebourg, ce matin dans Le Parisien avec Benoît Hamon, on sent monter la tentation de réorienter la politique économique française. Vous estimez que c'est le bon moment effectivement d'atténuer cette austérité ? Honnêtement, tout ça me fait rire, parce qu'on est en train de parler de vérité et de mensonge. Et la seule chose importante qu'on cache aujourd'hui aux Français, c'est qu'il n'y a pas d'austérité. Il n'y a plus d'austérité. Il n'y a pas d'austérité. Puisqu'on a lâché le déficit et qu'il va être au-dessus de 4% en 2013 et non pas de 3%. Si on peut reprocher d'avoir menti antérieurement, le consensus général, c'est d'avoir prétendu qu'on ferait moins de 3. Alors qu'en fait, on va faire 4. Donc on a lâché. Qu'est-ce qu'on veut de faire plus 5, 6, 7 donc il n'y a pas d'austérité. Et le débat sur austérité ou pas d'austérité, alors qu'il n'y a pas d'austérité, masque en fait l'absence de débat sur quelle réforme, masque l'absence de débat sur quelle Europe on veut. Et sachant que, évidemment, de mon point de vue, la vraie relance n'est pas sur savoir si on va faire 5% ou 6% de déficit, ce qui ne changera rien, parce que le déficit n'est pas porteur de croissance, mais de savoir quelle Europe on va construire ou casser aujourd'hui. Cette idée qu'une autre politique est possible, ça nous ramène un petit peu 30 ans en arrière, non ? Oui. Avec ces visiteurs du soir en 83 qui prônaient la sortie du système monétaire européen. Aujourd'hui, c'est exactement ça. Aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai toujours dit qu'en 83, il n'y a pas eu de tournant. Il y aurait pu y avoir un tournant si on avait suivi cette politique-là. Mais aujourd'hui, la seule autre politique économique possible, c'est de sortir de l'euro. Et de casser le système et de dire, bon, ben, on n'a pas l'euro ne réussit pas à nous créer un modèle de croissance, on sort et on voit ce que ça donne. Alors que moi, je pense que sortir de l'euro, c'est le déclin assuré de la France, le déclin économique et politique, et qu'au contraire, ce qu'il faut, c'est maintenant comprendre que les leviers de croissance sont au niveau de l'Europe. Et vous vous dites au contraire, plus d'Europe, vous réclamez même une initiative d'ampleur qui pourrait être prise par les dirigeants européens. François Hollande, aujourd'hui, est en mesure de prendre une initiative aussi ambitieuse que celle-là ? Oui, mais l'Europe a encore énormément de moyens pour porter la croissance, qui ne sont pas très difficiles. La Banque centrale peut faire ce qu'on appelle quantitative easing, qu'elle n'a pas fait. À la manière de la Banque centrale japonaise ? Oui, ou américaine. Elle peut faire une chose très simple, qu'à mon avis, elle va faire. Je m'excuse, je vais parler un peu technique, mais elle peut décider de prendre en pension les titres des prêts que les banques françaises, italiennes et autres feront aux PME, et les couvrir, et comme elle a peur pour son bilan d'avoir cela, on peut demander à la BEI de couvrir par une caution sur la partie du bilan de la Banque centrale qui sera accordée à racheter ces titres des prêts, ce qui donnera un extraordinaire moyen de développer le crédit aux PME à travers l'Europe, qui est un facteur de croissance. On peut obtenir que l'euro soit plus bas, on peut obtenir que l'Allemagne relance sa croissance, qui est par le biais d'une... Ce que lui réclament les États-Unis, on l'a vu hier avec évidemment, ça suffirait à relancer la croissance. Il vaut mieux que l'Allemagne relance sa croissance plutôt que de casser la nôtre. Et c'est pas dans l'intérêt de l'Allemagne. Tout le problème, c'est que l'Allemagne n'a pas encore compris que la mort des pays européens, c'est sa mort, parce que si l'euro casse, l'euro du Nord, l'euro de Schmark va monter très haut et l'Allemagne ne sera plus concurrentielle. Donc l'Allemagne a intérêt à soutenir les autres. C'est purement de l'intérêt rationnel, égoïste de l'Allemagne que de le faire. Mais elle ne le comprend pas, et la France doit le proposer. Non pas comme une demande de charité de la part de l'Allemagne, mais comme quelque chose qui est dans l'intérêt de l'Allemagne. J'évoquais à l'instant la politique menée par la Banque centrale japonaise. À plusieurs reprises, vous avez dit que l'inflation pouvait être une solution à la crise. Oui. Vous avez même dit qu'une inflation de 5 à 6% oui. À vos yeux était imaginable. Oui. C'est exactement le chemin qui est suivi aujourd'hui par le Japon. Oui. On doit s'en inspirer en Europe aujourd'hui. L'histoire nous apprend, et moi je cherche toujours pour comprendre l'avenir, regarder l'histoire, l'inflation est, avec la guerre et la croissance, un des 3 moteurs d'élimination de la dette. Le seul problème aujourd'hui, c'est que l'inflation ne se décrète pas, parce qu'en période de globalisation, nous sommes avec une pression sur les coûts majeure à l'échelle mondiale, et on a beau mettre de l'argent dans le système, l'inflation sera très difficile à déclencher. La théorie économique qui était valable sur des nations n'est pas valable à l'échelle du monde. Donc c'est vrai, une inflation forte, autour de 4-5%, au moins 2%, parce que l'inflation en Europe est en train de descendre en dessous de 2%. Donc au moins faire que l'inflation remonte à 2% serait bien, mais ça ne se décrète pas. Je pense que ça peut se décréter par une hausse des salaires en Allemagne de façon systématique. Maintenant, il y a un autre problème politique qui est derrière ça, c'est que ce sont les personnes âgées
au-delà de 40 ans, n'ont aucun intérêt à l'inflation, parce que ça réduit l'épargne. Les jeunes, oui. Les jeunes, oui. Or, en Allemagne, la démographie fait que les personnes au-dessus de 40 ans sont majoritaires politiquement. Je le disais en ouvrant cette émission, on est en train de vivre une séquence politique assez terrible avec l'affaire Cahuzac. Est-ce que les réponses qui se dessinent, hein, qui vont être annoncées aujourd'hui par le gouvernement en matière d'éthique, de transparence, sont à la hauteur des enjeux ? Moi, je pense qu'il faut donner davantage de moyens à la police fiscale de faire son travail, d'enquêter. Je pense qu'un grand déballage général me paraît ne pas être la vraie réponse. Si on peut le faire, on peut le faire, mais c'est pas la vraie réponse. La vraie réponse, c'est de s'attaquer au problème de la croissance proprement dit, de dire la vérité sur la politique économique. Aujourd'hui, on ment sur la réalité des chiffres et de s'intéresser à la nature des réformes. Parce que quand on parle de ces patrimoines, sans doute faut-il les voler, ça ne me gênerait pas. Et quand on parle de l'austérité ou pas l'austérité, on ne parle pas de la réalité qui est les réformes de structure qu'il faut faire dans ce pays. Un remaniement du gouvernement, c'est une solution aujourd'hui ? Non, c'est jamais une solution. C'est jamais une solution. Peut-être qu'il y a des ministres qui sont essoufflés, mais ça ne change rien. Ça ne change rien à la situation. Non. Vous savez, aussi longtemps qu'il y a du chômage, un pouvoir politique est impopulaire. Et d'une certaine façon, les institutions françaises sont telles que c'est une chance de pouvoir être impopulaire, provisoirement. Heureusement, nous sommes en démocratie, le président sera jugé à la fin de son mandat. Mais il doit profiter, il ne doit pas regarder les sondages. Et il m'arrive de dire que la distinction entre un homme politique et un homme d'État, c'est qu'un homme d'État doit assumer d'être provisoirement impopulaire. Mais pour de bonnes raisons. Si on est impopulaire sans faire de réformes, c'est du gaspillage. Si on est impopulaire en ayant fait des réformes, ça vaut la peine. Merci Jacques Attali, à bientôt. À bientôt.